Téhéran envoie une délégation au Qatar, mais nie la tenue de négociations directes avec les États-Unis malgré les affirmations de Donald Trump. À Varsovie, des bénévoles ukrainiens assemblent des drones et des filets de camouflage dont les soldats ont cruellement besoin plus de 4 ans après le début de l'invasion russe. Les États-Unis et l'Iran ont chacun annoncé avoir envoyé une délégation au Qatar cette semaine après un week-end marqué par de nombreuses frappes dans la région. Pour autant, Téhéran a insisté sur le fait qu'il n'avait accepté aucune rencontre avec les États-Unis à quelque niveau que ce soit. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a assuré que les discussions porteront sur les modalités du protocole d'accord conclu il y a 2 semaines, mais sans participation américaine. Une déclaration qui contredit celle de Donald Trump qui a affirmé que Téhéran avait demandé l'ouverture de discussions directes dès ce mardi. Ces échanges tendus illustrent la grande fragilité de l'accord cadre qui octroie aux 2 pays un délai de 60 jours pour négocier un deal portant sur le programme nucléaire iranien, la levée des sanctions internationales et le statut du détroit d'Ormuz. Cet accord intérimaire a été fortement fragilisé ce week-end par une série d'affrontements. L'Iran a attaqué à 2 reprises des navires dans le détroit ainsi que des bases américaines au Bahreïn et au Koweït. Les États-Unis ont, eux, mené des frappes contre 10 cibles militaires iraniennes. Des nouvelles tensions sont également apparues autour des opérations de déminage maritime. L'Iran s'oppose au projet mené conjointement par la France et Oman, affirmant que seul Téhéran est légalement autorisé, en vertu de l'accord actuel, à procéder au déminage de cette voie maritime stratégique. Cette instabilité géopolitique continue de perturber le commerce mondial. Selon les données du trafic maritime, seuls 12 navires ont franchi le détroit ce dimanche, tandis que des dizaines d'autres ont cessé de transmettre leur position. À Varsovie, un groupe de bénévoles ukrainiens fabrique des drones et des filets de camouflage indispensables aux soldats sur le front. Plus de 4 ans après l'invasion russe, les besoins en matériel ne cessent d'augmenter. En Pologne, l'association Courage Knows No Border affirme que la lassitude croissante face à la guerre rend de plus en plus difficile la mobilisation des bénévoles. Ви знаєте, потреби в садках є дуже великі. У нас насправді існують черги, на жаль, не дивлячись на те, що в Україні теж плетуть, але запитів на шалено багато. Chaque samedi, le groupe se réunit pour tisser des filets de camouflage et assembler des drones FPV dans un local situé non loin de l'ambassade de Russie à Varsovie. Depuis le lancement du projet en février 2023, les bénévoles ont fabriqué environ 35 000 mètres carrés de filets, soit l'équivalent de 5 terrains de football. А вони працюють, а деякі на 2 роботах. Сім'я, діти, і вночі 2 години, замість того, щоб лягти поспати, вони щось роблять, якісь брошки. Хто що може робить. Les bénévoles expliquent que ce projet leur apporte aussi un soutien psychologique et social. Il leur permet de préserver un sentiment de solidarité et de donner un sens à leur engagement dans cette période difficile, tout en s'entraidant au quotidien, loin de leur pays. Мети проекту є 2. Явно відкрита мета – це допомога нашим військовим. Друга мета – це розвиток громадянського суспільства в Польщі, щоб показувати прикладом, що має бути в тому під час загрози для держави. Au début de la guerre, la Pologne avait ouvert ses portes aux personnes fuyant l'invasion russe. Le pays accueille encore aujourd'hui environ 1 million de réfugiés ukrainiens, soit la 2e plus grande diaspora en Europe. Mais l'élection présidentielle de 2025, remportée par le nationaliste Karol Nawrocki, s'est accompagnée d'une recrudescence des discours hostiles aux Ukrainiens. Selon un récent sondage, seuls 48% des Polonais sont désormais favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens, le niveau le plus bas enregistré depuis le début de l'invasion. Le Premier ministre britannique sortant, Keir Starmer, a annoncé mardi un vaste plan de modernisation des forces armées avec près de 348 milliards d'euros investis sur 4 ans face à la montée des menaces. Une partie importante de ces dépenses sera consacrée aux drones et aux systèmes autonomes, symbole de l'évolution des conflits modernes. Ce programme intervient après plusieurs mois de tensions au sein du gouvernement travailliste sur les moyens nécessaires pour renforcer les capacités militaires du Royaume-Uni dans un contexte marqué par la pression de la Russie et une fiabilité jugée moindre des États-Unis. We must stand more firmly on our own 2 feet. We must do what it takes to meet this new world head on, to keep our country safe and seize the opportunities that come from investing in our sovereign strength. That is what we're doing. That's why we have reversed at last the corrosive hollowing out of our armed forces. And it's why we're transforming a defence programme that, frankly, for too long,
has been underfunded and unsuited to the threats that we face. Cette annonce intervient alors que les États-Unis poussent leurs alliés de l'OTAN à augmenter leurs dépenses militaires. Pour financer ce plan, certains projets d'infrastructures, notamment routiers et énergétiques, seront abandonnés. Le Royaume-Uni vise désormais 2,7% du PIB consacré à la défense d'ici 2029, avec un objectif de 3% repoussé à la prochaine législature et une ambition à long terme de 3,5% à l'horizon 2035. La Cour suprême des États-Unis a invalidé un décret de Donald Trump visant à limiter le droit du sol. Un principe juridique qui octroie automatiquement la nationalité américaine aux enfants nés sur le territoire du pays. Lors des audiences au mois d'avril, les juges libéraux, aussi bien que conservateurs, ont remis en cause la légalité de ce décret. À la suite de cette décision, Donald Trump a laissé entendre à tort que le Congrès pourrait facilement y remédier par voie législative. En réalité, un nouvel amendement de la Constitution serait nécessaire pour contourner cette décision. We have, it's become a tourism, birthing tourism, they call it, a trend where people will just come and you just come onto the soil and have your child and then they're able to avail themselves of the welfare state and everything else. It's been abused. I'm sure the conclusion from this opinion is going to be that you got to amend the Constitution to fix that. As we all know, it's a big challenge to amend the Constitution. It's only happened 27 times in our whole nation's history. Le 14e amendement, adopté après la guerre de sécession, stipule que toute personne née aux États-Unis acquiert automatiquement la nationalité américaine. En janvier 2025, Donald Trump a signé un décret prévoyant que les enfants nés de parents en situation irrégulière ou en séjour temporaire sur le territoire américain n'auraient plus droit à la nationalité. Cette restriction avait déjà été bloquée par plusieurs tribunaux de première instance et elle n'était jamais rentrée en vigueur. La vie quotidienne des Hongrois ressemble à celle des Français la semaine dernière, confrontés eux aussi à une intense vague de chaleur. Ce lundi, la Hongrie a même battu son record quotidien de température, poussant les autorités à prolonger jusqu'à mercredi soir l'alerte canicule de niveau 3, le maximum dans le pays. Cette chaleur extrême provoque déjà des difficultés concrètes. Plusieurs comtés font face à des pénuries d'eau, tandis que le trafic ferroviaire autour de Budapest est perturbé. Ebben a pillanatban Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjában, a Széll-Kálmán téren majdnem 39 fok van. Árnyékban és napon egyaránt. Harmadik napja legalább 40 fokot mérnek a magyar vidéken, és elég valószínű, hogy bármelyik percben megdőlhet az általános melegrekord. Ce météorologue que nous avons rencontré pense que ces conditions extrêmes pourraient clairement être liées au changement climatique, soulignant que la tendance mondiale générale était mise en évidence par le fait que 5 pays européens ont établi de nouveaux records de température historiques au cours des derniers jours. Egymás után dőlnek meg a napi rekordok, mind a maximum hőmérséklet terén, mind pedig a legmagasabb minimum hőmérséklet terén, tehát a legmelegebb éjszakák terén. En raison de la vague de chaleur, de l'eau potable a été distribuée dans plus de 400 points à travers le pays. Des restrictions d'eau ont été mises en place dans 110 villes et villages et des stations de brumisation rafraîchissantes ont été installées dans de nombreux espaces publics. Mais pour beaucoup, le vrai soulagement consiste à fuir la ville pendant les journées les plus chaudes de l'année. À Dunakeszi, Dorka et ses amis ont même quitté le travail plus tôt pour rejoindre la plage déjà prise d'assaut. Sok hideg vizet iszok, ventilátor, légkondi, meg amikor csak tudok, akkor vízbe megyek, meg egy hideg, nedves törölköző a vállamra, és az segít túlélni. Les météorologues prévoient que le dôme de chaleur qui a retenu l'air chaud en provenance d'Afrique au-dessus de la Hongrie s'éloignera d'ici jeudi au plus tard. Quelques averses éparses devraient accompagner l'arrivée d'un air plus frais et plus vivifiant. Une semaine de canicule a coûté plus de 700 millions d'euros supplémentaires aux consommateurs en France et en Allemagne, selon une analyse de l'ONG environnementale 350.org. En cause, l'explosion de la demande en électricité pour alimenter les différents systèmes de refroidissement, ventilateurs ou climatisation. Entre le 21 et le 27 juin, les prix de l'électricité ont augmenté d'environ 371 millions d'euros en Allemagne et 360 millions d'euros en France par rapport à la semaine précédente. L'étude basée sur les données européennes de consommation et de prix de l'électricité montre que les hausses ont été particulièrement marquées en soirée. En Allemagne, le prix du mégawattheure est ainsi passé d'environ 86 euros à midi à 566 euros vers 20 heures. Cette flambée s'explique notamment par la baisse de la production solaire au coucher du soleil, alors que les températures restent élevées et que la demande en climatisation demeure forte, en particulier lors des nuits tropicales.
À ces surcoûts s'ajoute la hausse des prix du pétrole et du gaz, alimentée par les tensions et les incertitudes persistantes autour du détroit d'Ormuz, un axe stratégique pour le transport mondial d'hydrocarbures. Le yen japonais est tombé à environ 162,4 yens pour un dollar américain lors des échanges asiatiques ce mardi matin, son plus bas niveau depuis 1986. Cette nouvelle baisse prolonge la longue dépréciation de la monnaie japonaise qui continue de s'enfoncer malgré les efforts de la Banque du Japon pour la soutenir. Cette chute alimente également les spéculations sur une intervention directe du gouvernement sur le marché des échanges. La ministre japonaise des Finances Satsuki Katayama a déclaré que le gouvernement était prêt à prendre des mesures appropriées et décisives face au mouvement excessif du marché des devises. Elle a ajouté avoir déjà pris contact avec Washington afin de s'assurer que cette option reste envisageable. La chute du yen est aggravée par l'écart toujours plus important entre les taux d'intérêt japonais et américains. Les obligations japonaises à 10 ans offrent un rendement de seulement 2,6% contre environ 4,5% pour les obligations américaines, malgré le relèvement du principal taux directeur de la Banque du Japon à 1% à la mi-juin, son niveau le plus élevé depuis 1995. La dépendance du Japon aux importations d'énergie, devenue plus coûteuse depuis le début de la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, a également fortement contribué à l'affaiblissement du yen. Le gouvernement japonais a déjà consacré un montant record de 63 milliards d'euros à des interventions sur le marché des échanges, et ce nouveau recul de la monnaie risque d'accentuer la pression sur les autorités.